Allez, Bien, découverte bien. ciné, les amis. J'ai pas de jingle, désolé. Oh, Nos putain, découvertes. Et oui, Victor, tu n'as plus le droit à la parole tant qu'on te la donne pas. tu fermes ta gueule, Victor. Allez, chute. Et le chute pour Victor. Bon, Tristan va te Ah laisser oui, putain, toi, t'as commencer. pas chômé, quoi. Ah bah non, T'as moi pas chômé, j'ai toi? pas chômé. Ah, j'ai pas chômé. Ah ouais. Et genre, j'ai vu du film. J'ai vu du bon film, du beau film. J'ai pas vu de la merde, quoi. J'ai pas été voir les Bah Tuches écoute, 4. moi j'en ai vu un parmi les Thierry, c'est lequel que j'ai vu. Dis-nous tout, dis-nous ce que t'en penses. Donne-nous ton avis sur Non, non, Fight non, mais Club. toi, déjà, devine le film que j'ai vu dans ceux que t'as mis là. Ah, dans ceux que j'ai mis, bah pour moi, t'as vu Dragon Rouge. Ah non, peut-être Invisible Man. Non. Ouais. Ah, t'as vu Invisible Invisible Man. Man, ok. Victor, toi, bon, Ouais, Dragon il y a un Rouge. peu. Je sais que ça va te faire plaisir que j'en Ouais. parle, que je l'ai découvert. Oui, non mais ça me fait plaisir, mais on va en parler, on va en Ouais. Et parler. est-ce que t'as vu Invisible Man, juste pour savoir? Invisible Man? Ouais. Non, je n'ai pas vu. Ok, très bien. Moi, Bon, je l'ai bien aimé. et bah J'ai bien Victor, aimé, tu vas pour pouvoir comment Tristan, pardon, tu vas pouvoir commencer. Dis-nous tout. Fight Ouais. Club, tu l'as découvert. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai hâte de savoir parce que j'ai fait exprès de pas te demander. Ok. Alors du coup, bah voilà, donc j'ai regardé Fight Club hier sur Netflix, puisqu'il y est sur Netflix. Et donc voilà, avec une affiche bah, déjà incroyable au niveau des acteurs, hein. Il y a Brad Pitt, évidemment. Et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Edward merde. Norton, Edward Norton, Ah ouais, c'est Edward qui est Norton. d'ailleurs dans Dragon Rouge. exactement. En effet, Et on a voilà. aussi notre chère Helena Bonham Carter, Oui, Bellatrix Lestrange. ah oui, Helena Bonham Carter. Franchement, alors du coup, bon déjà, voilà, une affiche de fou. Et puis, bah, le film déjà de base, avant de juste le pitcher un petit peu, euh, quand j'avais entendu parler de ce film, je savais que les avis étaient un peu mitigés. J'ai entendu des mauvaises, enfin des gens qui disaient ah ouais non, j'avais détesté et d'autres adoré. Genre, j'avais pas réussi à trouver de juste milieu dans les critiques. Ok. Et puis on m'avait dit que c'était un classique, etc. et qu'il fallait le regarder, machin. Je suis bon, ok. Donc c'était le film qui me faisait envie en ce moment, donc j'ai regardé. Et donc du coup, bah, donc en fait on suit un peu, on va dire la vie d'un homme, donc Edward Norton, qui est on va dire, très dépressif parce qu'il n'arrive pas à dormir. Il veut absolument trouver une solution pour dormir, etc. Et donc, au début du film, on voit qu'il cherche différentes solutions pour pouvoir dormir et il en trouve une, c'est de suivre un peu des cours d'aide aux personnes, enfin, par exemple, qui sont alcooliques ou qui ont un cancer, etc. Enfin, tous ces clubs un peu genre Des groupes de parole. de musique. Ouais, voilà, les groupes de parole, exactement, c'est ça. Il va essayer de suivre ça. Il va se rendre compte que bah, ça lui fait du bien de se lâcher, de pleurer avec eux, etc., de les écouter surtout, et ça va réussir à le faire dormir, etc. Et puis il y a un beau jour apparaît une fille, donc Elena Merci Alex. Bonham Carter. Salut Alex, Alex est dans le chat. Qui nous dit qu'on est Salut, on est Alex. des BG. Ouais, exactement. Et donc Elena Bonham Carter arrive dans le film et en fait il la voit comme le cancer un peu. On va dire il la compare à un cancer parce que depuis qu'elle est arrivée, il n'arrive plus à dormir. C'est plus pareil, l'ambiance, tout ça et tout. Donc ce qui fait qu'il va arrêter et il va rencontrer un homme, donc Brad Pitt, et bah ça va chambouler sa vie. Il va vivre complètement une autre vie. Et en fait, c'est de là dont parle le film. Ils vont ensemble créer, on va dire, des combats de boxe un peu clandestins dans des sous-sols, un sous-sol de bar, etc. Et puis il va s'en suivre ensuite tout un enchaînement d'événements avec la création d'une espèce de secte un peu terroriste, etc. Et voilà. Et après, il y a un cliffhanger à la fin, dont je ne mentionnerai pas pour pas spoiler. Mais voilà. Et donc, du coup, moi, de ce que j'ai pensé du film, euh, bah franchement, honnêtement, j'ai pas accroché plus Oh, que il a ça. fait comme moi. Oui, merci Tristan, tu rejoins ma team. Oui, En fait, je en me vrai, sentais seul. ouais, mais je te jure, je sais pas. Tu sais, au début, vraiment, je me suis mis dans le film, je me suis dit, ok, vas-y, go, je suis à fond dedans et tout, on va voir ce que ça donne et tout. Mais je te jure que même avec le cliffhanger de fin, tu vois, j'ai pas plus apprécié que ça le film. On est deux. J'ai trouvé que c'était, je trouvais que c'était lent et puis, enfin, même le délire de Fight Club, tu le vois pas vraiment de fou, tu vois. On dirait que c'est secondaire alors que c'est censé être le titre du film, tu vois. Euh, ouais, enfin, moi j'avoue, c'est vrai que le cliffhanger, j'ai kiffé, tu vois. Mais
je sais pas, le film en lui-même, ouais, je me suis un petit peu fait chier à des moments, quoi. Pas passé un excellent moment. Voilà, j'en garde pas un super souvenir, Ok, mais je sais pas. Bon, les jeux d'acteurs restent incroyables, ils sont quand même très très bons. forcément. Après, Helena Bonham Carter, je sais pas, enfin, j'étais peut-être trop habitué à la voir dans des rôles un peu plus excentriques que ça, même s'il est quand même déjà assez excentrique quand même, mais elle a fait plus après derrière, donc je sais pas si ma vision est biaisée ou quoi, mais je les trouve un peu moins bien. Mais après, voilà, moi j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour le film, donc ça se regarde, mais bon, faut s'accrocher quoi. Faut juste s'accrocher, c'est ce que je dis. Voilà. Et toi, Guillaume, t'as à peu près le même avis. T'as à peu près le même avis que Tristan, je crois. Alors moi, c'est pas du tout sur le côté où je me suis fait chier devant. C'est simplement qu'en fait, c'est devenu un film pour moi complètement oubliable. C'est-à-dire que je l'ai regardé, j'ai pas accroché en fait au personnage principal, et ça c'est un problème que j'ai, et j'en reviendrai juste après avec Dragon Rouge, mais c'est un problème que j'ai avec Edward Norton, c'est cet acteur. J'ai beaucoup de mal avec. J'arrive pas à m'attacher à cet acteur, à la gueule qu'il a, au truc qu'il dégage. Il y a un truc qui dégage qui fait que je l'aime. J'arrive pas à l'apprécier, quel que soit son rôle. Ouais. Mais j'y reviens parce que Dragon Rouge est un peu l'exception à la règle, malheureusement. Donc je dis ça et je vais en dire l'inverse juste après. Mais c'est là où le hasard fait bien les choses. Mais voilà, en fait, c'est juste que j'ai vu le film. J'ai passé un moment, je dirais pas bon, je dirais pas mauvais, j'ai passé un moment devant, j'ai regardé un film considéré comme un chef-d'œuvre 2h30, et 10 minutes après, j'avais déjà oublié. Il n'y a pas de scènes qui m'ont marqué, le cliffhanger m'a pas retourné, m'a pas chamboulé, la mise en scène était bien, mais m'a pas subjugué, les acteurs étaient dans leur rôle habituel, c'est-à-dire très bons, sans être étincelants. J'aime pas Helena Bonham Carter, je le précise, mais c'est pas ce qui m'a fait ne pas ou pas aimer le film, elle est pas assez importante pour que ça me dérange. Et aujourd'hui, c'est un film que j'ai oublié. Genre, j'ai 2-3 scènes qui me reviennent parce que c'est scènes cultes, mais ça s'arrête là. Donc voilà, moi, Non, moi, Fight Club n'est pas dans mes top films. Ouais, Désolé c'est aux sûr. fans de Fight Club. Moi aussi, ce qui m'avait impressionné, c'était quand même le rôle de Brad Pitt. Brad Pitt, il joue quand même un rôle vachement complexe et il le fait à la perfection. Tu vois, par exemple, je savais qu'avant de voir le film, j'avais une anecdote sur ce film. C'est le moment où il demande à Edward Norton de le frapper. Ah oui. Et je savais l'anecdote où il l'a vraiment frappé et il lui demande vraiment de frapper. Et Edward Norton ne s'y attend pas. C'est-à-dire que, genre vraiment, c'était pas prévu. C'était comment dire, merde, comment on dirait, une improvisation, tu vois, c'était Ouais. improvisé et il le fait, tu vois, et il le tape vraiment. Genre, et du coup, ça, je trouvais ça quand même impressionnant, tu vois, pour rendre le truc réel comme ça. Et ça commence comme ça d'ailleurs, genre. Tout le à fait. film Mais, commence- mais Brad Pitt est un acteur excellent et en termes de diversité de rôle, il est pour moi le meilleur. Mais voilà, et moi, pour le coup, pour mon avis sur Fight Club, et ben moi, je suis assez d'accord avec vous sur le rythme, la mise en scène et tout. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le dialogue. Il y a une richesse des dialogues que j'aime beaucoup dans ce film. Et qui pour moi, même pas forcément des dialogues, mais aussi des réflexions des personnages quand on est dans la tête d'Edward Norton. J'aime vraiment beaucoup la façon dont c'est orchestré. Mais après, c'est vrai que dans le message de fond, on est un peu sur un message, le même message que dans le Joker, mais un peu mieux quand même. Mais voilà, on vit dans une société, en gros. Oui, Tu vois. Ouais. Consumériste aussi, c'est ça qui est décrit dans le film, tu vois, c'est la Oui, voilà. etc. Ok. Mais voilà, c'est un message peut-être qui avait plus de valeur il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans. Oui, à l'époque, Ouais, à une l'époque, je vingtaine pense que c'était d'années, vraiment Voilà, pas il mal. avait un peu plus de valeur et actuellement, c'est un message qui est utilisé, réutilisé et mal utilisé, qui fait que probablement quand tu le regardes maintenant, le message te frappe beaucoup moins que si tu l'avais vu le jour de la sortie. Ouais, Ouais. c'est possible. Mais tu vois, sur Je un pense message que- assez similaire, moi j'adore V pour Vendetta. Et pour le coup, là, tu vois, genre en plus on est vraiment sur des personnages assez similaires. Tu vois, ce côté terroriste contre la société et qui vont vraiment agir physiquement contre. Mais je trouve que V pour Vendetta réussit tout mieux que Fight Club. À mes yeux, hein, je Ouais, dis ouais, bien à mes yeux. Oui, non, mais oui. Ça joue. Voilà, mais bon, enfin, en tout cas, Fight Club, tu l'as vu, Voilà, tu bah. l'as apprécié, tu l'oublieras. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais, voilà, je suis un petit peu déçu de l'attente que j'en avais, quoi, voilà. Ok. C'est ça mon sentiment. Ok. Allez-y, monsieur Julien, Bah, parlez-moi. putain, moi, il y en a. Je vais aller du moins bon au meilleur parce que j'ai envie de le garder pour la fin. Ok, vas-y. Je vais commencer par Invisible Man, qui, comme l'a dit Théo, c'est 2 heures de temps perdu.
J'ai vraiment eu une attente sur ce film, c'est-à-dire que je savais que c'était un film d'horreur qui était basé sur, un peu comme La Momie, ces personnages justement de créatures fantastiques de la Warner, etc. Et du coup, j'étais content de le voir sous la forme d'un film d'horreur et non pas comme il y a souvent avec justement les films La Momie, les Frankenstein et tout, plus comme du divertissement ou de l'action que réellement de l'horreur. Et en fait, le film fonctionne pas du tout dans tout ce qu'il fait, je trouve. C'est-à-dire que la première partie, on essaie de te créer un climat de peur un peu à la Conjuring ou autre, avec ce côté, est-ce que c'est un esprit ou pas. Le seul souci, c'est qu'en fait, tu le sais, dès la bande-annonce, que c'est l'homme invisible. Donc en fait, tous ces moments où est-ce que c'est un esprit qui la hante, est-ce que c'est lui qui est revenu, comment et tout, en fait, tu le sais. Du coup, le film prend trop de temps sur cette partie-là, alors qu'on est, nous, spectateurs, directement au courant. Donc du coup, on n'a pas peur pour le personnage, parce qu'on sait qu'il la hante pour une raison. Et la seule question, c'est quoi cette raison ? Et quand on apprend la raison, et que le film passe d'un film d'horreur à un film semi-action bizarre, je trouve que ça devient vraiment merdique. Thriller. Ouais, thriller. Là, je trouve que ça devient vraiment merdique avec le personnage du frère qui a atterri de nulle part, qui devient un méchant secondaire inutile. Désolé, je spoil, mais c'est tellement pas bon à mes yeux que je me permets de spoiler. Chacun des films qui sont là, je vais me permettre en partie de spoiler, hein, je le précise tout de suite. En partie, j'ai bien dit. Mais bon, du coup, moi, Invisible Man, ça a pas trop fonctionné. Je m'attendais à l'image de l'affiche. Je me suis dit, on va avoir une scène un peu stylée avec la main dans la buée et tout. Et elle n'est même pas eu lieu. Donc l'affiche qui pour moi était vraiment stylée, j'ai même pas eu le droit à la scène qui en était liée. Enfin bon, Invisible Man, moyen et très oubliable. Seul souci, c'est que je trouve que la mise en scène suit. Genre, j'ai trouvé que la mise en scène était vraiment bonne. Des plans de caméra fixes qui se déplacent, où on voit l'action se passer et tout. Mais ça suffit pas, il faut derrière une bonne histoire, il faut un bon personnage et sur ça, ça marche pas à mes yeux. Moi, si je peux donner mon avis. Tout à fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que toi et Théo, par exemple, vous attendiez déjà à quel style de film c'était, tu vois. Tout à fait. Et moi, à l'inverse de vous, vraiment, je l'ai regardé, tu vois, avec ma famille sur Netflix, sans savoir ce que c'était, dans quel style, etc. Du coup, je savais pas, tu vois. Et donc, en lançant le film, honnêtement, sans savoir que ça allait être un film d'horreur et tout, moi, j'ai kiffé, tu vois. Ok. J'étais surpris. J'ai été surpris du film, justement, j'étais en mode, ah putain, c'est pas mal et tout, ça fait un peu flipper, genre, c'est pas trop, il y a du suspense, et en vrai, genre, en regardant le film et en comprenant ça, tu vois, je trouvais que c'était beaucoup plus appréciable pour le coup. Ok, c'est possible. Après, l'attente, c'est la bande-annonce, voilà, comme le dit Théo. Oui, la bande-annonce et la communication autour qui l'annonçait comme un film d'horreur. Mais c'est vrai, effectivement, c'est aussi ça le problème parfois des bandes-annonces ou autres. Et je vais en parler. Je trouve que tu peux plus apprécier un film au final si tu sais pas quel est son genre, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Quand t'as pas vu la bande-annonce, évidemment que tu peux peut-être plus l'apprécier. Ouais, mais tu peux que être surpris en fait. Enfin, en tout cas, ne pas savoir à quoi t'attendre, au minimum. Être surpris, pas forcément, mais tu sais pas sur quoi tu vas t'attendre, quoi. Oui, exactement. En tout cas, ce film, je pense que c'est mieux de savoir ce que c'est à l'avance, tu vois, genre, quel style c'est. Victor, toi, tu l'as pas vu du coup, et ça te donne pas envie de le voir. Non, je n'ai pas vu. Voilà, comme ça, au moins, je suis averti. Exactement. Et du coup, justement, c'est intéressant, c'est marrant parce que tu fais une transition que j'aurais jamais pensé à faire, Tristan. Ça va se lier donc au deuxième film, Adieu Monsieur Hoffman, qui est donc actuellement au cinéma. Donc lui, je me permettrai de ne pas le spoil puisqu'il est actuellement au cinéma. Si je dois donner rapidement mon avis, je conseille pas forcément d'aller le voir au cinéma. C'est dans la lignée de ces films de guerre français avec des bons acteurs. J'ai pas d'autres, ou même de films globaux avec des bons acteurs français. C'est bien, sans plus. C'est-à-dire que tu peux le regarder sans souci. Ça sera bien mieux qu'une comédie un dimanche soir ou quoi que ce soit. C'est une bonne histoire avec un bon jeu d'acteurs, des bons décors. Mais ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas un message sous-jacent derrière. Il n'y a pas un vrai truc qui va ressortir. Par contre, pour venir juste sur le côté de la bande-annonce, justement, le film, la bande-annonce, le souci que j'avais avec cette bande-annonce, et je suis arrivé avec le film un petit peu à reculons, c'est que j'avais l'impression qu'elle nous montrait tout le film, la bande-annonce de Adieu Monsieur Hoffman. J'avais l'impression qu'on avait 80% de l'histoire en voyant la bande-annonce. Et en fait, il y a toute une sous-intrigue, qui même pas est une sous-intrigue, qui est vraiment le fil conducteur de l'intrigue du film, qui n'est pas montré une seule seconde dans la bande-annonce. Et donc, j'ai été surpris par ça et ça a été fait très habilement parce qu'en fait, tout le développement des personnages
dans ce film est lié autour d'un fil conducteur qui n'est pas montré dans la bande-annonce. Et pour ça, je peux dire au moins qu'il surprend à ce niveau-là et qu'il n'est pas classique. Même l'histoire n'est pas forcément classique. Pour résumer très rapidement, le personnage de Monsieur Hoffman, joué par Daniel Auteuil, est un joaillier, donc il fait des bijoux. Et il est juif, sa famille est juive durant la Seconde Guerre mondiale, forcément en 1941, quand ça commence à être vraiment la merde dans la France occupée pour les juifs, il décide d'emmener sa famille. Donc sa famille part, lui décide de rester juste un jour ou deux en plus pour vendre sa boutique à son employé joué par Gilles Lelouch. Et en gros, il lui dit, quand la guerre sera terminée et que je reviendrai, on fait l'échange inverse. Donc tu me revends la boutique en me redonnant l'argent. Et en échange, vu que tu m'auras aidé, je te permettrai d'ouvrir ta boutique à toi à la fin de la guerre. Parce que c'est le rêve du personnage de Gilles Lelouch d'ouvrir sa boutique personnelle. Et ce qui va se passer, c'est que le personnage de Daniel Auteuil va vendre sa boutique, va partir. Et en fait, les arrestations vont commencer. Il va se retrouver bloqué et va se mettre à vivre caché dans la cave de son magasin. Donc en fait, on va avoir tout un inversement de rôle entre cet employé qui devient directeur et qui va en fait avoir le personnage de Gilles Lelouch et de sa femme, surtout lui d'ailleurs, va en fait avoir la puissance, l'argent, toutes ces choses-là qui vont lui monter à la tête, les relations aussi, puisqu'il va devenir ami avec des Allemands alors qu'il cache un juif, la peur aussi de tout ça. Et c'est peut-être pour moi le problème du film, c'est que ce côté guerre en fait est pas du tout intéressant. En fait, on s'inquiète pas une seule seconde pour le personnage de Daniel Auteuil, on n'a pas du tout peur pour lui, il n'y a pas de moment de tension avec les Allemands. Et tout, par contre, le film est très bon dans le développement et ce lien entre ces trois personnages, mais ça en fait pas assez pour en faire un excellent film. Ça fait un bon film à regarder comme ça pendant 1h30 sur la guerre avec un... Comme je le dis, je veux pas du tout en parler de ce thème sous-jacent, mais il y a un vrai fil conducteur qui est très intéressant pour le coup, mais c'est une histoire qui aurait pu être mise à n'importe quelle autre époque et c'est pas l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui est réellement intéressant dans ce film. Donc si vous y allez pour ça, que vous voulez le voir pour ça, n'y allez pas. Voilà. D'accord. Pour être très bien. Et ensuite, donc en deuxième, qui là pour moi a été un vrai coup de cœur pour le coup, c'est Dragon Rouge. Et oui, j'ai mis Scream numéro 1. On en parle après les gars, on en parle après. On en parle après. Dragon Rouge. J'apprécie beaucoup. Dragon Rouge. J'ai vu Le Silence des Agneaux il y a 5 ou 6 ans, donc qui est le 2, je savais pas à l'époque qu'il y avait une trilogie. J'ai vraiment vu Le Silence des Agneaux parce qu'on m'a dit c'est un chef-d'œuvre donc regarde-le. Et j'avais bien aimé, j'ai le souvenir d'avoir bien aimé, mais j'en ai pas trop de souvenirs aujourd'hui de Le Silence des Agneaux. Et du coup, je me suis dit, allez, donc j'ai le coffret d'ailleurs que je vous montre à la prochaine émission à la fin du mois. Pardon, je vous spoil un petit peu. Et du coup, donc j'ai le coffret des 3 films et je me suis dit, allez, j'en commence un ce week-end. J'ai regardé lequel était le premier, Dragon Rouge, qui pourtant est le dernier sorti, mais en tout cas c'est le premier de la trilogie dans l'ordre chronologique. Et putain, quel pied quoi. Genre, c'est un excellent thriller. J'ai pas plus à dire, j'ai pas besoin d'aller dans le détail des personnages. Le personnage d'Hannibal, malgré le fait qu'il soit secondaire, est peut-être le personnage le plus intéressant. Edward Norton est magistral dans ce film, et Dieu sait que c'est pas forcément un acteur que j'aime énormément, hein, je le disais juste avant. Et puis Ralph Fiennes quoi, et puis c'est monstrueux. J'ai l'impression de voir un peu Seven et j'aime beaucoup Seven et voilà, c'est un excellent thriller. Le moins de 16 ans est pas forcément justifié. On voit une poitrine à un moment, il y a un peu de sang, mais même les scènes réellement gore sont montrées hors cadre. C'est plus l'après qu'on voit. Et au final, je trouve que Seven, avec certaines scènes, est beaucoup plus trash. Et pourtant, il y a moins, enfin, est pas considéré comme moins de 16 ans. S'il devait y avoir un petit bémol à ce film, c'est que je m'attendais à plus violent et ça l'est pas tant que ça. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Enfin, vraiment, quel pied. Et encore, je vais en parler parce que c'est la trilogie des Hannibal Lecter me tient beaucoup à cœur et le personnage en soi, je l'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que Dragon Rouge est étonnamment bon. Ce qui n'est pas facile en compte tenu du contexte du film et du cadre, quand on passe d'un thriller centré sur un thriller presque horrifique centré sur Hannibal Lecter et Clarice Starling, puis une course-poursuite plus film policier entre Hannibal Lecter justement et Julianne Moore, et là on passe à un film totalement différent avec notre cher Edward Norton qui joue le psychologue et enquêteur Will Graham. Will Graham, qui est, bon, vous savez tous que je suis très fan de la série, il est incroyable dans la série. Hugh Dancy, qui joue Will Graham dans la série, est incroyable à aller voir. Mais Edward Norton fait très bien le taf. Et
le personnage de Dragon Rouge, joué par Ralph Fiennes, est vraiment, vraiment convaincant. Et toute l'ambiance qu'il y a derrière est pesante avec la volonté de Dragon Rouge, la volonté d'Hannibal, est vraiment très bonne. Et la réalisation est vraiment au rendez-vous. Donc, c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup. Et allez le voir. Allez le voir. Ouais, voyez-le. Et du coup, j'ai envie de continuer cette trilogie là. Je suis très hypé. Et si on n'avait pas eu l'émission ce soir, j'aurais regardé Le Silence des Agneaux. Et tu le regardes pas dans l'ordre? Moi, j'ai regardé sur internet et on m'a dit que l'ordre c'est Dragon Rouge, Silence des Agneaux, Hannibal. Et juste, il y avait Hannibal les origines avant, mais que c'était une daube donc il fallait pas le regarder. Moi, on m'a dit que c'était ça l'ordre logique. C'est une daube Hannibal. Dans l'ordre de sortie, c'est Le Silence des Agneaux, ensuite Hannibal, ensuite Dragon Rouge. Mais vu que Dragon Rouge, on m'a dit que c'était les origines, enfin que ça se passait avant, qu'il valait mieux regarder Dragon Rouge en premier. Moi, j'ai juste regardé sur internet, je savais pas justement. Et le problème, c'est que mon coffret le précise pas dans quel ordre faut regarder. Et internet m'a dit Dragon Rouge, donc faut insulter internet, les gars, hein. Faut pas m'insulter moi. Alors, je suis d'accord que Dragon Rouge se passe avant, mais je trouve que c'est pour le visionner de façon optimale, je trouve que c'est presque mieux de le regarder après. Ok, très bien. Je me suis fait avoir, donc je vous dirai quand j'aurai fini la trilogie. C'est pas grave. Non, mais après, pour le premier visionnage, je pense que c'est déjà bien de le voir dans l'ordre chronologique. Donc, si c'est un préquel, tu regardes le préquel et après tu regardes la suite. Mais je pense qu'après, quand t'es habitué comme toi, Victor, à les avoir vus, etc., je pense que ça peut être sympa un peu à la manière des Star Wars de le voir après, tu vois. Et le truc qui était sympathique, c'est que le personnage de Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux est tellement mystérieux, c'est ça qui fait justement son charme, entre guillemets son charme, parce qu'un cannibale quand même, c'est ça qui fait son charme dans Le Silence des Agneaux, c'est que c'est le premier film qui parle de lui, et on le voit en tout dans le film 17 minutes. Ouais, sur un film dans d'une heure et demie. C'est dans un film d'une heure et demie. Et c'est ça qui est fort, et qui a fait que les gens ont été marqués dès le premier film, avec un personnage qu'ils n'ont vu que 17 minutes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lui, genre... sans trop le voir, quoi. C'est vrai qu'autant j'ai pas vu le troisième, mais effectivement j'ai déjà vu Le Silence des Agneaux comme je disais, et même dans celui-là, il a un rôle secondaire. Il est important en tant que personnage. Ouais. C'est comme ceux qui critiquent dans Dune, je disais la semaine dernière, Zendaya, parce qu'on la voit tout et pour tout 3 minutes dans le film, et qu'elle a, je crois, une réplique ou deux. Mais pour moi, l'important d'un personnage n'est pas d'être présent tout le temps à l'écran, c'est d'être important dans le récit. Et typiquement, le personnage de Zendaya dans Dune, c'est comme le personnage d'Hannibal, en tout cas dans Dragon Rouge, et un petit peu dans Le Silence des Agneaux, des souvenirs que j'en ai. C'est un personnage qui n'est pas majeur, mais qui est la roue principale de tout l'engrenage de l'ensemble des relations des personnages. Yes. Exactement. Et toi, Tristan, du coup, tu les as vus ? J'avais vu que Le Silence des Agneaux aussi, il y a longtemps. Ok. Il y a 5 ans, un truc comme ça. Et vu que je savais que c'était très connu, etc., et que c'était un classique, voilà, je l'ai regardé. J'ai pas plus flippé que ça, tu vois, ça m'a pas plus fait peur. Moi non plus. Mais j'ai trouvé que c'était franchement un bon thriller, quoi. Et c'est vrai que le personnage d'Hannibal Lecter, il le vénère, quoi. Enfin, dans le film, ça se voit que c'est vraiment lui le dieu du film, tu vois. Ouais. C'est lui le meurtrier, c'est lui le plus flippant, enfin, etc. Et c'est vrai qu'on le voit pas souvent, et une fois que tu le vois, c'est le jeu d'acteur de Hopkins qui fait le taf, tu vois. Genre, tu te dis, il est charismatique quand même, tu vois, et du coup, t'es vachement intéressé. Ouais, il a une présence, il a une aura. Il est glaçant. Ouais, il est glaçant. Il a une aura, et du coup, t'es focus sur lui, et du coup, limite, t'es presque déçu de pas le voir après, tu sais, de pas trop le voir. C'est ça le truc. C'est peut-être là où le troisième est le plus intéressant. Enfin, pas forcément le plus intéressant, mais où le troisième doit être sympa, parce que j'ai cru comprendre que c'était dans le troisième où vraiment il était très important et qu'il était le méchant principal, en tout cas. Ouais, il est principal dans le troisième. Et il est co-principal avec Julianne Moore, mais Julianne Moore qui est excellente dans le film. Ouais, tout à fait. Mais tu le verras par toi-même et on en parlera. Et on en parle très bientôt. Exactement. Et du coup, les amis... Et en plus, ça découle après sur notre sujet de la semaine. Le nouveau Scream, sorti la semaine dernière au cinéma. Vous le savez, c'était déjà... J'étais de nous trois celui qui était le plus hypé par ce film. Mais qui plus est, c'était dans les attentes de l'année pour ma part. C'était mon attente horreur. C'était l'un des films que je voulais voir cette année. Et putain, qu'est-ce que j'ai kiffé, quoi. Genre, oui, c'est pas un chef-d'œuvre. Oui, ce film, il a des défauts. Mais putain, qu'est-ce que c'était bon, quoi. Ah putain, qu'est-ce que c'était bon.
Ça s'entend dans sa voix, il s'est branlé devant. Ah, gros, je te jure, le film, bah un petit peu, c'est marrant en plus. Enfin, vraiment, c'est drôle comment Hollywood, tu sens que ça fonctionne par effet de mode. Euh, on parlait la semaine dernière justement de Matrix Résurrection, qu'on considère qu'il est bien fait ou pas, c'est néanmoins son propos de base, c'est de se moquer de lui-même et de l'industrie hollywoodienne. Et en fait, c'est du point de vue de la réalisatrice elle-même par rapport aux studios et aux contraintes, etc., des studios, des producteurs. Et bah Scream, il fait la même chose, mais du point de vue des fans. En fait, c'est un film. Scream, ça a toujours été ça. Chacun des films Scream sont méta par rapport à leur univers. Le premier Scream, qui est considéré par un chef-d'œuvre, Wes Craven tortille le genre du slasher, donc le tueur qui va tuer un chacun des antagonistes, avec toujours l'histoire de si t'es le noir, il meurt le premier, le couple qui fait l'amour, il meurt, enfin voilà, tous ces clichés du film d'horreur, il les a remaniés dans le tout premier Scream, ce qui en a fait un chef-d'œuvre, il faut dire ce qui est du cinéma d'horreur, on va en parler juste après, forcément. Et dans le 2, donc il y a ce sujet méta où le film se moque du premier film. Pour faire très rapidement, dans Scream 2, en fait, les événements qui ont lieu dans le film ont donné lieu à un film. Donc dans Scream 2, il y a un film qui s'appelle Scream 1 qui relate les événements qui sont censés être réels. Vous vous rendez compte à quel point ils font des trucs méta quand même. Genre, dans le 3, c'est le tournage d'une suite au Scream film du film, et du coup le film se passe dans les décors du film. Enfin bon, c'est un bordel, c'est compliqué à raconter, mais exactement, mais c'est le but de Scream en fait. Et du coup, par ces biais là, en fait, il se moque de lui-même, de son genre et des autres, pas méchamment en fait, mais c'est juste il se moque ouais, c'est ça en fait, il s'auto-parodie si vous voulez. C'est pour ça que souvent Scream et Scary Movie sont assez ressemblants, et que quand vous voyez Scream 1 et que vous voyez Scary Movie, c'est normal que Scary Movie reste, parce que Scary Movie va juste accentuer ce que Scream a fait. Mais bon, et ce Scream là, du coup, pour en venir, je vais pas parler du 4 parce que j'en ai pas énormément de souvenirs, et lui est peut-être le moins méta de tous, mais ce principe là en fait dans celui-là, c'est un petit peu ce truc qu'il y a aujourd'hui où en fait beaucoup de gens, et principalement les fans, vont aimer un premier volet. On pense à Matrix 1, on pense à Star Wars 4, on pense... bon, Le Seigneur des Anneaux fonctionne vraiment par trilogie. À Jurassic Park 1, je vais citer ces films-là, mais je peux aussi citer Freddy 1, Halloween 1, Scream 1, et que des suites qui n'ont pas été faites avec la même ambition, qui n'ont pas été faites par des génies, parce que Halloween 1 et Scream 1 par Wes Craven, on peut citer Star Wars avec George Lucas ou quoi que ce soit, enfin peut-être plus Matrix d'ailleurs que Star Wars, et que souvent en fait les suites sont critiquées, et que les fans n'aiment pas les suites. On le voit avec Matrix 2 et 3 qui sont complètement boycottés, avec les Halloween où il y a 7 ou 8 suites, les Chucky où il y a 7 ou 8 suites, et que c'est tous des daubes plus les unes que les autres. Et en fait, le film en fait, va se moquer en fait, de ces films-là, en disant mais en fait vous nous tortillez nos suites, vous détruisez en fait notre chef-d'œuvre, vous démystifiez notre film tant aimé. Et en fait, vraiment, il y a un sujet méta de ce point de vue-là, sur l'industrie hollywoodienne qui va faire des suites pour l'argent, qui vont faire des suites juste pour une petite idée à la con, et qui vont complètement désacraliser et détruire ce que fait le premier, ce qu'apporte le premier en tant que pilier du cinéma, et du coup indirectement en fait, pas parler mal, mais je sais pas comment dire, mais plus foutre un coup dans la gueule aux fans, quoi, si vous voulez, genre comme disrespecte les fans. J'ai pas d'autres termes, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et putain, quel pied, quoi, genre vraiment quel pied. Chucky des chefs-d'œuvre, ton coffret la teste. Oh putain, je te jure. Mais du coup voilà, en fait Scream 5 va prendre ce parti-là, donc d'être méta comme les autres, et de parler de plus que ce qu'il est vraiment. Et c'était un pied. Les scènes de meurtre sont incroyables. Il y a une scène de meurtre qui est vraiment épique. Vraiment, elle est incroyable. Le personnage de Scream est encore monstrueux. Peut-être un petit bémol sur la fin. Même un copier-coller volontaire. Hein. C'est complètement voulu et le film s'en moque, mais c'est un copier-coller de la fin de Scream 1. Avec pas les mêmes motivations pour les méchants, mais le même style de méchant. Ils auraient pu aller chercher un peu plus loin. Mais néanmoins, c'est un film qui a été fait par les fans, pour les fans, pour rendre hommage. On a un personnage, celui de l'acteur principal de la série 13 Reasons Why, qui s'appelle Wes je sais plus quoi, en hommage à Wes Craven, le réalisateur de Scream 1. On a notre personnage principal, son nom de famille, c'est une femme, c'est Carpenter.
en hommage à John Ouais. Carpenter, qui est aussi un grand génie du cinéma d'horreur. Donc voilà, il y a tout aussi un hommage à ces grandes personnes du monde de l'horreur, par les fans, pour les fans. Et c'est vraiment un film, ce Scream 5, je pense, qui parle aux fans. En tant que tel, le message touchera quasiment personne, ça j'ai aucun doute, mais vous pouvez passer un bon moment devant parce qu'il y a des scènes de meurtre, parce que le personnage de Scream, le costume, moi je le trouve dingue, parce qu'il y a certains acteurs qui jouent bien. Seul vrai bémol, vrai bémol, là c'est vraiment un truc, c'est, à ce qui paraît, ils veulent en faire une trilogie. L'actrice principale ne tiendra pas le coup pour une trilogie. Déjà dans ce film-là, tous les personnages sont intéressants à part elle. Faire une trilogie avec elle en personnage principal, elle a pas du tout les étoffes. Ils ont pris un peu comme ils ont fait dans le nouveau Terminator. Tu sais, ils ont pris ces acteurs mexicains parce qu'ils coûtent rien, faut dire ce qui est, hein, parce que c'est le cas. C'est ces acteurs mexicains de seconde zone parce qu'en fait, ils viennent dans l'industrie hollywoodienne et ils demandent 3 fois moins de salaire que les Américains. Et malheureusement, je dis pas que les Américains, dans les films d'horreur, on en a vu des acteurs qui n'ont pas de talent, mais elle en a pas beaucoup plus, quoi. Genre son jeu est inexpressif et elle est pas très intéressante. Pourtant, pour un personnage qui a un background super intéressant dans l'univers de Scream, évidemment. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à refaire encore une trilogie Scream? Genre là, moi je trouve que ça fait beaucoup. Hein. Pour quelqu'un qui suit pas, je trouve que ça fait beaucoup là. Après, Genre, c'est-à-dire qu'il- chaque film est quasiment indépendant les uns des autres et à chaque fois un sujet différent. C'est-à-dire que déjà, à la fin de chaque film, le tueur meurt. Donc en fait, Scream est vraiment représenté. En fait, c'est vraiment l'histoire de qui est sous le costume. La question de chacun des films Scream. C'est pas le Oui. tueur qui revient et qui revient et qui revient. Donc déjà, à partir À de ce moment-là, là... Scooby-Doo est plus intéressant. Ouais. Fuck toi. Non, mais Non mais oui, non mais évidemment, après c'est comme tout, plus tu tires sur la ficelle et plus la ficelle a de chances de se casser. Mais je peux te citer Halloween où il y a 8 ou 9 films, je peux te citer Freddy où c'est Ah non. pareil, Scream au Pas final il y bon. en a que c'est 5 pas hein. bon. Star Wars Ouais, il y a non, 9 mais- il y a 10 films hein, Star Wars Oui. en Oui, soi. non, Bien mais sûr, après, mais enfin, tu vois, pour le coup, Star Wars, c'est une franchise que j'aime de tout mon cœur. C'est ma préférée. C'est celle que, voilà, Saw que aussi, ouais. je regarderai toute ma vie et tout. Mais je critique les Disney. Hein. Pour moi, il n'y avait pas, il y avait pas d'intérêt à faire cette suite de merde. Hein. Tout à fait. Enfin, Marvel, il y a quasiment 30 films ou 40, je sais pas encore aujourd'hui à combien on est avec ceux qui ont été annoncés. Ouais, mais, non, mais là, c'est différent. Non, C'est un peu mais- différent, mais, Oui, tout à fait. mais, Non mais mais voilà, mais bien sûr. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'avenir du film d'horreur, c'est de faire des suites, des remakes de Scream, de Freddy, du Massacre à la tronçonneuse? C'est pas sûr. Et je pense pas que ce soit viable. Et justement, on devrait être amené à bien plus innover dans le film d'horreur. c'est marrant parce que le film en parle justement à l'intérieur. Il parle justement de... ça va être en partie ces critiques de la part des fans, c'est-à-dire déjà de faire des suites et de gâcher le film original, mais aussi de refaire des remakes quand on n'a plus d'idées et en fait de faire des remakes sans goût et sans saveur. Ça critique pour le coup des films comme le Samara. J'ai le nom du personnage, The Ring, où il y a la version asiatique qui est vraiment très bonne et qu'ils ont fait un remake tout pourri aux États-Unis. Ouais. Et il y a aussi ce côté où en fait ils critiquent justement le fait de constamment en fait reprendre des grands films et de juste réutiliser la franchise jusqu'à la pousser à bout de souffle. Et ils te citent justement des films comme Halloween, comme Saw. Ils citent les films dedans, hein. Ils les citent clairement. Ah ouais. Et enfin, ils vont aussi mettre un petit pic justement en fait au style de film parce que à l'époque, et on en parlera dans la chronique juste après, hein, ça peut servir de transition, mais dans les années 80, la grande mode c'était les slashers. Dans les années 2000, ça a été les torture porn, avec Saw qui a lancé ça, avec ensuite The Human Centipede, on a d'autres genres de films. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus les films d'horreur psychologiques. On pense à Get Out, à Us, à Midsommar, à Hérédité. Et justement, le film se moque même de ces films-là psychologiques qui, au final, veulent essayer de faire réfléchir les gens. Et ils disent, alors qu'à la base, le film d'horreur, c'est juste pour s'éclater avec du popcorn entre potes et se faire peur, tu vois. Et tu vois, genre, ils se moquent un peu de tous les genres, de tous les styles d'horreur. Et c'est, enfin, voilà, moi, ce Scream 5, ça a été un pur kiff. Voilà, je dis pas que c'est un Et grand t'as film, raison, mais c'est un pur kiff.